C'est le 22h de Public Sénat. Voici les titres de cette édition. La Libye au bord de la guerre civile. Kadhafi semble plus que jamais sourd à la contestation. Le guide suprême lance une contre-offensive dans l'est du pays contrôlé par les insurgés. Dialogue social au Sénat. Gérard Larcher recevait aujourd'hui les syndicats et le MEDEF pour parler de l'agenda social sur fond de tension avec les exécutifs. Nous ferons le point sur cette rencontre avec notre invité Bernard Van Creynes, le président de la CFE-CGC. Garde à vue, après le vote de l'Assemblée nationale, les sénateurs se penchent dès demain sur la réforme qui prévoit la présence d'un avocat tout au long de la garde à vue. Un texte qui fait grincer des dents les policiers, mais pas seulement. Bonsoir à tous. La situation est de plus en plus critique en Libye, où la répression aurait déjà fait 6000 morts. Sourd à la contestation, le colonel Kadhafi a lancé aujourd'hui une contre-offensive dans l'est du pays et se fait menaçant en cas d'intervention étrangère. Paul Bouffard. Opération de la dernière chance pour Mouammar Kadhafi. Une brutale contre-offensive à l'est, avions de chasse, troupes au sol. À Brega, les pro-Kadhafi prennent position à l'aube. Un appareil militaire tire 2 missiles près d'une place et un épais nuage de fumée s'élève de l'université. Toutefois, la résistance dit avoir encerclé les forces du dirigeant libyen, acculé aux portes de la raffinerie de la ville. À Benghazi, les opposants libyens craignent l'enlisement de la contestation. Ils en appellent à des frappes aériennes de l'ONU. Pendant ce temps, turban marron, djellaba beige, devant une salle pleine de partisans, Mouammar Kadhafi apparaît à la télévision officielle. Cyniquement, il demande à l'ONU d'envoyer une commission d'enquête en Libye. Selon les ONG, la répression aurait déjà fait 6000 morts, dont 3000 dans la seule ville de Tripoli. Un homme connaît particulièrement Mouammar Kadhafi. Nouri El Mismari, son ancien chef du protocole. Menacé, il a fui son pays. Aujourd'hui, il est convaincu. Le leader contesté ne quittera pas la Libye. La forteresse est là, à Tripoli. Alors vous ne savez jamais où il est. Alors ce n'est pas la peine de faire un raid aérien comme ils ont fait l'autre fois. Lui, il ne quitte pas Tripoli, il ne va pas à l'étranger. Lui, il va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. À la frontière entre la Libye et la Tunisie, c'est une course contre la montre qui s'engage. La catastrophe humanitaire menace. 10 000 réfugiés se pressent chaque jour. Au total, près de 150 000 personnes ont fui le pays. Et nous rejoignons tout de suite par téléphone Alfred de Montesquieu, grand reporter à Paris Match en direct de Tripoli. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est la situation ce soir à Tripoli ? La ville de Tripoli même est assez calme. Hein. Elle est verrouillée par les forces de sécurité kadhafistes. Il y a de la tension, il y a très peu de boutiques ouvertes, mais c'est relativement calme. C'est des combats dans les faubourgs en fait que ça... C'est beaucoup plus crispé. Il y a une centaine de tanks déployés autour de la ville, en cordon autour de la ville. Et de l'autre côté de ce cordon de tanks, on rentre dans une zone grise où, en fait, les kadhafistes tiennent certaines rues et le mouvement pro-démocratie en tient d'autres, avec des petites barricades qui sont généralement nettoyées le matin et qui ressurgissent le soir. Alors le colonel Kadhafi est intervenu à la télévision aujourd'hui, il se fait menaçant en cas d'intervention étrangère. Est-ce que les Libyens sont favorables à une intervention, les Libyens que vous avez pu rencontrer, vous, sur place ? Moi, je suis dans Tripoli, donc les gens soit sont pro-Kadhafi, soit se terrent chez eux et surtout ne parlent pas aux étrangers. Donc c'est pas du tout à l'ordre du jour, enfin ils soutiennent pas du tout une intervention étrangère, en tout cas ils le disent pas. Kadhafi lui a parlé quand même très longuement aujourd'hui, c'était pas que à la télévision, c'était devant l'Assemblée en fait libyenne pour commémorer l'anniversaire de la République, si j'ai bien compris. Il a parlé pendant plus d'1 heure et ses fidèles l'applaudissaient, le soutenaient, etc. Donc il était à Tripoli aujourd'hui ? Excusez-moi, il était à Tripoli ? Oui, dans Tripoli, dans le bâtiment de l'Assemblée. Hein. Et quelle est la situation à l'aéroport de Tripoli ? Il paraît qu'il est transformé en camp de réfugiés. Oui, il y a toujours des dizaines, il y a toujours 5-10 000 personnes en train d'essayer de grimper dans des avions. C'est surtout des Égyptiens, des Sri Lankais, des Bangladeshis et des Somalis d'ailleurs aussi. Enfin, des pays, des gens qui viennent de pays qui n'ont pas envoyé beaucoup d'avions visiblement. C'est souvent des gens qui ont peur de quitter le périmètre de l'aéroport qui est très protégé par l'armée. Et les conditions sont assez épouvantables. Hein. Les gens campent sous des couvertures dehors depuis une semaine. Il y a des montagnes de poubelles, de valises éventrées, etc.
Très bien, merci Alfred de Montesquieu d'avoir été parmi nous. L'opposition libyenne demande ce soir à l'ONU une intervention militaire. Et avec les troubles en Libye et dans le bassin méditerranéen, les prix du pétrole n'en finissent pas de grimper. Le prix du baril a dépassé la barre des $100 à New York. Retour en France, la garde à vue dans la ligne de mire du Sénat. Après le vote de l'Assemblée nationale, les sénateurs se penchent dès demain sur la réforme qui prévoit la présence d'un avocat tout au long de la garde à vue. Un texte qui fait grincer des dents les policiers, mais pas seulement. Certains avocats sont également inquiets. Sandra Cerquera. Cette avocate arrive au commissariat pour une garde à vue. Sa présence auprès de son client durera 30 minutes. Elle ne saura rien du dossier, ni des charges. Une situation qu'elle a souvent dénoncée. La réforme de la garde à vue, elle l'attend depuis longtemps. Ça fait des années que la France se fait condamner et finalement les choses n'ont lieu que parce que les décisions s'accumulent et particulièrement la décision du Conseil constitutionnel. C'est quand même le plus déplorable dans cette histoire puisqu'évidemment on se réjouit qu'enfin ça avance. Une avancée, un bon premier pas, mais pour l'avocate, la réforme ne va pas assez loin. La garde à vue reste toujours sous le contrôle du procureur. Nous aurions quand même souhaité qu'elle soit sous le contrôle d'un magistrat un peu plus indépendant de l'exécutif. Autre inquiétude, la mise en œuvre de la réforme. Et une question, les barreaux ont-ils les moyens d'avoir des avocats en permanence pendant des heures pour assurer les gardes à vue ? L'État doit prendre sa part de responsabilité et doit participer au financement des gardes à vue. Côté policier, on redoute l'arrivée accrue de l'avocat. Leur plus longue présence pourrait, selon eux, rompre le huis clos et couper les langues. Toujours au chapitre justice, coup d'accélérateur sur les jurés populaires. Michel Mercier, le garde des Sceaux, a annoncé ce matin au Conseil des ministres que le projet de loi introduisant les jurés populaires dans les tribunaux correctionnels serait présenté au Parlement dès le mois d'avril. Pas de prison pour les parlementaires dans le cadre du texte organique sur l'élection des députés et des sénateurs et notamment sur l'amendement Jacob Copé qui avait fait vive polémique au Palais Bourbon. Le Sénat a refusé de rétablir une peine de prison pour les parlementaires fraudeurs. En revanche, le Sénat a instauré une nouvelle amende de 15 000 € pour ceux qui omettraient de déclarer leur patrimoine. Gérard Larcher joue la carte du dialogue social. Syndicats et MEDEF se sont en effet retrouvés au Sénat pour discuter de l'agenda social. Réputé proche des syndicats du temps où il était ministre du Travail, Gérard Larcher souhaite renouer le dialogue entre les parlementaires et des partenaires sociaux échaudés par la réforme des retraites et par l'attitude de l'exécutif. Aurélien Romano et Margot Brio. L'image est rare. Autour de la table, tous les syndicats ou presque. À l'exclusion de la CGT, ils ont tous répondu présents à l'invitation de Gérard Larcher. Présents, mais inquiets du manque de dialogue social avec l'exécutif. Échaudés par une réforme des retraites où certains ont eu le sentiment d'être inaudibles, le président du Sénat est prévenu. Qu'il ouvre les discussions, qu'il reste à sa place, comme nous entendons rester à notre place en démocratie. Si on peut mieux se comprendre, c'est bien, chacun étant dans ses fonctions. Au menu de cette improbable rencontre, l'agenda social 2011 et les deux grandes réformes à venir, le financement de la dépendance et l'emploi des jeunes. Mais là encore, la méthode du gouvernement est pointée du doigt. Je trouve bien que le gouvernement décide d'intervenir et de prendre des décisions sur l'apprentissage. C'est son travail sur l'apprentissage. Par contre, que dans ces décisions sur l'apprentissage, le gouvernement inclut un thème qui est directement en échange et en négociation dans le cadre de l'agenda social, je ne trouve pas ça normal. Un rendez-vous en tête-à-tête de 2 heures et un dialogue qui semble renouer avec les parlementaires reste maintenant à le rétablir avec l'exécutif. Sur ce plateau, nous accueillons maintenant Bernard Van Creynes, le président de la CFE-CGC. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez donc à cette rencontre, nous allons en parler. Mais tout d'abord, Didier Lombard a annoncé aujourd'hui son départ définitif du groupe France Télécom. Après la polémique sur sa rémunération en tant que conseiller spécial, vous dites comme FO, bon débarras ? Oui, je dis que c'est enfin de la part de M. Lombard, une sage décision, car on ne peut pas, après la manière dont il a géré la richesse humaine de cette entreprise, dont il l'a gaspillée, voir encore des petits arrangements entre amis pour, à 69 ans, continuer à le voir émarger en stock option, en salaire différé et en salaire durant encore au moins une année. Je crois que à l'heure où on continue à mettre en dehors des entreprises nombre de salariés à 45, 50 ou 55 ans, ça n'était pas admissible.
Alors revenons-en à cette rencontre avec Gérard Larcher et la Commission des affaires sociales du Sénat aujourd'hui. Comment ça s'est déroulé? On a envie d'en savoir un petit peu plus. Très bien, très bien. Je crois que c'était un dialogue très ouvert et très constructif. Nous avons eu beaucoup de questions de la part des sénateurs, toutes tendances, et cela a permis de concrétiser ce que, pour notre part, à la CFE-CGC, nous appelons de nos voeux depuis plusieurs années, à savoir qu'on sorte de cette espèce de tripartisme où, d'un côté, les pouvoirs publics, l'État, le gouvernement, les parlementaires, de l'autre côté, les représentants patronaux et les représentants des salariés, où chacun, finalement, s'entend à deux sur le dos du troisième, ou attend de la part des pouvoirs publics qu'ils prennent les dispositions législatives. Vous vous sentiez floué à la fois par le pouvoir législatif et par le pouvoir exécutif? Ça arrivait parfois, il y a de multiples exemples. Je pense à la loi du 20 août 2008 avec le titre 2 relatif au temps de travail qui n'avait rien à voir avec l'objet premier sur la représentativité. Et je crois qu'il y a de nombreux textes, dont celui sur la formation professionnelle, où nous avons rappelé d'ailleurs que nous nous étions hâtés de le conclure entre partenaires sociaux et qu'il a fallu 10 mois pour que ça soit transcrit par une loi. Je pense qu'il est utile que, c'est ce que la CFE-CGC propose, il y ait une sorte de commission paritaire, 8 députés, 8 sénateurs, les 8 représentants des partenaires sociaux qui puissent se voir après la conclusion d'un texte majeur, comme par exemple celui sur la modernisation du marché du travail en janvier 2008, de manière à se parler, à se comprendre, à expliquer, à exposer pourquoi nous avons rédigé le texte de telle et telle façon, quels sont nos objectifs, quel but nous poursuivons. Vous avez été entendu, il y aura une commission mixte paritaire, une CMP. L'idée est lancée. Et un lieu aussi, vous pouviez vous rencontrer dans le futur. Oui, c'est une autre proposition que nous formulons. Qui consiste à sortir de, là encore, ce théâtre où nous sommes à l'Élysée, avec force instrumentalisation, politique de communication, où lorsque nous négocions entre partenaires sociaux, c'est le MEDEF qui invite, qui assure la logistique, qui fournit les textes, etc. Nous considérons que une maison du dialogue social, alors il a été avancé l'idée que ce soit par exemple le Palais d'Iéna, le siège du Conseil économique, social et environnemental, sans que on confonde cette institution, mais en termes de lieu, un lieu neutre qui est le symbole de la société civile dans lequel nous pourrions avoir ces échanges de manière plus objective et constructive. Donc ça, ce sont les pistes avancées. Alors sur le dossier de l'alternance, le président de la République a dévoilé hier des mesures pour l'emploi des jeunes. Alors est-ce que justement la méthode Sarkozy ne peut mettre pas un frein finalement au dialogue social, puisque vous êtes en train de négocier avec le patronat sur ces questions-là? C'est toute la difficulté, ça illustre le fait que le temps politique n'est pas celui des partenaires sociaux et que même si nous nous sommes vus avec Xavier Bertrand pour parler de ce que nous faisons entre partenaires sociaux et pour évoquer les pistes du gouvernement, on voit bien là qu'il n'y a pas de respect de la loi du 31 janvier 2007 où, alors que nous sommes en train de négocier sur ces thèmes, le pouvoir politique s'empresse de faire des annonces. D'ailleurs, on verra. Nous souhaitons que ça puisse nous permettre d'avancer, que les jeunes soient effectivement mieux intégrés plus rapidement dans l'emploi, qu'ils soient mieux formés, mieux professionnalisés. Mais je ne crois pas que les entreprises soient des chasseurs de primes. Et il y a certaines... Donc ça, là, vous parlez du la prime détail. de 2 000 euros. Je ne crois pas qu'il y avait à ce point urgence pour se précipiter en la matière, voulant en quelque sorte griller la politesse aux partenaires sociaux. Et alors justement sur les quotas qui passent de 3 à 4% pour les entreprises, elles devront donc avoir des apprentis à hauteur de 4%. C'est une bonne mesure pour vous? Et le système bonus-malus. Alors je rappelle que ça concerne les entreprises de plus de 250 salariés. Qu'il y a des centaines de milliers d'entreprises de moins de 250 et que c'est plutôt là-dessus qu'il faut faire porter l'effort, comme dans les fonctions publiques d'ailleurs, pour atteindre cet objectif ambitieux mais qui nous convient, de passer de 600 000 à 800 000 dans un premier temps, voire 1 million d'apprentis à horizon 2015. Merci beaucoup Bernard Creinest. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Michael Samès et ses invités pour le débat des cantonales avec en discussion cette question, scrutin local ou enjeu national. Et tout de suite, tout ce qui vous a échappé dans l'actualité avec le tour de l'info, avec notamment Jean-François Copé qui se fait l'avocat d'Éric Zemmour. Il est préparé ce soir par Paul Bouffard. Très bonne soirée.
On le craignait, maintenant on en est sûr, l'air pollué des villes réduit l'espérance de vie. Selon une étude européenne révélée aujourd'hui, l'émission de particules fines réduit de presque 2 ans l'espérance de vie des Européens. En France, Marseille est bonne dernière et c'est à Toulouse que l'on respire le mieux. Ça y est, c'est fait, Didier Lombard a démissionné. L'ancien PDG de France Télécom a renoncé à ses nouvelles fonctions dans l'entreprise. Sa récente nomination au sein du groupe en tant que conseiller spécial et son salaire annuel de 500 000 € avaient suscité la polémique. L'homme avait quitté la présidence de France Télécom en 2010 après une vague de suicides chez les salariés. Vague qui avait suivi les mutations de l'entreprise initiées par Didier Lombard. John Galliano sur le banc des accusés. Le styliste britannique comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Paris pour injure publique envers des particuliers en raison de leur origine et de leur appartenance à une religion. Éméché et affirmant adorer Hitler, il risque 6 mois de prison et 22 500 € d'amende. John Galliano a été licencié par la maison de couture Dior au lendemain de la procédure. Il était venu pour débattre, il n'aura fait qu'une déclaration. Éric Zemmour était l'invité du club UMP des réformateurs à l'Assemblée nationale. Une invitation qui fait polémique après sa condamnation pour provocation à la discrimination raciale. Une très lourde faute contre la République, le Parti socialiste juge sa venue indigne. La logique diabolisatrice est implacable. À cause de moi, vous êtes soudain redevenus dans la presse des ultra-libéraux et très vite des pétainistes. Un grand plaisir. Bonsoir, bienvenue sur Public Sénat. Les élections cantonales, c'est dans moins d'un mois. Premier débat ce soir sur les enjeux de cette élection, conséquences locales ou nationales. Pour la première fois depuis 20 ans, ce scrutin n'est pas couplé avec des municipales ou des élections régionales. Alors, les Français vont-ils quand même se déplacer pour aller voter? Car il faut tout de même le rappeler, c'est la dernière fois que nous sommes appelés aux urnes avant la grande échéance de 2012. Les cantonales, un scrutin test, on en parle ce soir avec nos invités. Fabienne Keller, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice UMP du Bas-Rhin, merci d'être venue. Christophe Bangel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge des élections pour le Parti Socialiste. Avec nous également Hervé Moret, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Union Centriste de l'Eure. Et avec nous également Jean-Daniel Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Patrice Bessac du Parti communiste va nous rejoindre dans un instant. Mais Jean-Daniel Lévy, vous êtes de l'Institut Harris Interactive. Vous allez nous donner un éclairage, vous allez nous donner vos lumières sur cette élection. Et d'abord, peut-être avec cette première question, est-ce que les Français sont vraiment intéressés par cette élection cantonale ? Pas tout à fait. Non, bah ça commence bien. Non, pas tout à fait, pour la simple et bonne raison qu'il y a aujourd'hui peu d'enjeux qui sont clairement affichés derrière ces élections. Une campagne nationale qui n'a pas véritablement commencé, et puis une expression même de la part des médias, que ce soit autant les télévisions que les radios, que la presse nationale, qui en parlent véritablement. Donc il y a aujourd'hui une campagne qui a débuté dans un certain nombre de cantons, et notamment dans des cantons qui sont des cantons ruraux, mais dire que les Français se préoccupe fortement et des élections cantonales et du résultat qui va en découler serait aller un peu rapidement en explication et en mesure. Alors la grande question, enjeu local ou national ? Un peu des deux. Vous savez qu'il y a deux... Il va falloir trancher, Jean-Daniel Lévy. Déjà, on est confronté à des situations qui sont des situations assez différentes. Il y a des cantons qui sont des cantons ruraux, dans lesquels le conseiller général apparaît comme étant relativement identifié. Et donc, il y a, en dehors de l'étiquette politique, une personnalité qui compte, et on peut voter pour ou contre la personne, un peu indépendamment de son étiquette politique. Et puis d'autres lieux qui sont des cantons beaucoup plus urbains et dans lesquels les électeurs connaissent moins et identifient moins le conseiller général. Et dans ce contexte-là, le comportement électoral va beaucoup plus découler d'une vision politique et là, forcément, de la vision politique nationale. Est-ce qu'on a déjà une idée du rapport de force? Peut-être les départements qui peuvent bouger. On va le voir tout de suite sur cette carte en animation qu'on vous propose sur l'antenne. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire combien de départements pourraient basculer? Alors, ça serait extrêmement présomptueux de pouvoir dire cela. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on interroge les électeurs, la certitude de vote est encore relativement faible. Lorsqu'on effectue des intentions de vote, on voit qu'il y a un potentiel d'abstention qui apparaît comme étant extrêmement élevé. Et parfois, ça peut se jouer à peu de choses, quoi qu'il en soit. Voilà, on a vu les départements qui pourraient basculer de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Effectivement, et quand vous comptabilisez le nombre de départements qui sont aujourd'hui susceptibles de basculer à gauche, ceux-ci apparaissent comme étant nettement plus
plus nombreux que ceux qui sont susceptibles de pouvoir basculer à droite. Il y en a raisonnablement 2 qu'on considère aujourd'hui comme étant susceptibles de pouvoir basculer à droite. Un qui s'appelle le Val d'Oise. Rappelons qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de conseillers généraux de droite que de gauche. Absolument. Et avec un président qui reste un président historiquement de gauche, et puis éventuellement la Somme qui apparaît comme étant susceptible de pouvoir basculer à droite. À l'inverse, on comptabilise aujourd'hui entre 6 et 7 départements qui seraient susceptibles de basculer à gauche. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy, merci de nous avoir éclairé de toutes ces lumières. On va passer évidemment à notre débat dans quelques secondes, mais pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est vraiment cette élection cantonale, quels sont les départements concernés, les explications de Delphine Girard, c'est son reportage et on revient tout de suite pour notre débat. Les 20 et 27 mars 2011, les Français sont appelés aux urnes pour les élections cantonales. On vote pour élire les conseillers généraux qui gèrent les départements. La moitié des conseillers généraux de tous les départements seront renouvelés lors d'un scrutin uninominal à 2 tours. On vote pour un candidat et son suppléant. 2023 cantons de métropole, d'outre-mer et Mayotte sont concernés par cette élection. Cela représente 1941 élus. Cette année, pour la première fois, la parité devra être respectée. Les candidats ont obligation de se présenter avec un suppléant de l'autre sexe. Les conseillers généraux élus en mars 2011 le seront pour un mandat de 3 ans. C'est la dernière fois que les Français élisent des conseillers généraux, car ils auront pour successeurs en 2014 des conseillers territoriaux qui siégeront à la fois au Conseil général et au Conseil régional. Voilà, c'était le reportage de Delphine Girard et Patrice Bessac nous a rejoint, porte-parole du Parti communiste. Nous allons donc pouvoir commencer notre débat et je vous propose tout de suite de voir la phrase, une phrase clé peut-être de Jean-Luc Mélenchon. Les cantonales, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Fabienne Keller, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon? Pas tout à fait. Il manque la moitié des électeurs. En effet... 2024 cantons qui seront concernés. Voilà, c'est-à-dire la moitié des cantons de France, puisque le système le veut ainsi pour l'instant. Seulement la moitié des conseillers généraux sont renouvelables. C'est aussi un scrutin dont les enjeux sont très largement locaux. Il y a en effet plutôt plus de conseillers généraux ruraux, hein, ils sont en général moins peuplés, et les débats locaux, les collèges, la prise en charge des personnes âgées, la prise en charge du handicap sont les thématiques qui sont développées. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'en développant des thèmes comme par exemple on entend beaucoup le thème de la laïcité, ce débat sur l'islam, est-ce que vous êtes sûr qu'on va beaucoup parler d'infrastructures, de collèges comme vous venez de le dire, ou plutôt des débats qui seront nationaux ? Franchement, pour ma part, je suis allée sur le terrain dans mon département et c'est plutôt des débats locaux qui sont engagés. Exclusivement? On ne parle pas de tout ce qu'on entend au niveau national? On parle de sécurité. Beaucoup. Nos concitoyens parlent d'emploi, parce que ça, c'est une préoccupation tout à fait majeure. Et puis de soucis plus liés à la vie quotidienne, puisque c'est la compétence majeure du Conseil général. Et puis c'est ce qui est les soucis, les écoles, les collèges. D'ailleurs, en ne distinguant pas toujours les compétences du Conseil général de celles de la région ou de la municipalité. Christophe Borgel, ça sera un vote sanction. Le PS veut faire de cette élection un vote sanction contre le gouvernement, contre Nicolas Sarkozy? Il essaye. Vous avez demandé tout à l'heure, en jeu local ou national, les deux mon capitaine. Très bien. Vous aussi, alors il faut peut-être se partager alors. Oui, les deux. On voit bien que l'UMP voudrait en faire une élection locale. J'ai envie de dire quasiment pas une élection. Il y a quelque chose de très surprenant, c'est que le nombre de départements où il n'y a pas de candidats affichés UMP, ils sont déposés en préfecture comme étant UMP, mais sur les affiches, les logos ont disparu. Justement, on peut peut-être le voir, il n'y a pas de logo de l'UMP. Fabienne Keller, vous allez nous répondre. Pour gommer cet aspect-là, alors, il y a bien sûr une réalité locale. Vous savez, le Conseil général de la petite enfance, avec l'accueil de la petite enfance, les crèches, etc., jusqu'aux anciens, c'est l'échelon des solidarités, de la prise en compte de tous les âges de la vie, des crèches jusqu'au bien vieillir avec la dépendance. Mais en même temps, il y a une réalité nationale, mais que l'on comprend très simplement. Prenons un exemple. On nous annonce une réforme de l'impôt sur la fortune avec un maintien du bouclier social, du bouclier fiscal qui devait disparaître. On verra les éléments précis, mais c'est de l'ordre de 4 milliards de rentrées pour l'État qui vont disparaître. Dans le même moment, dans ces territoires, à cet échelon du département où on gère le RMI et le RSA, où on est confronté
au problème d'emploi, on voit bien que les deux vont être liés. Ces problèmes, on pourrait aussi prendre un autre exemple, les suppressions de postes annoncées dans l'éducation nationale et la réalité de la bataille que nous menons dans les territoires dirigés par la gauche pour les services publics locaux. Donc il y aura bien entendu... Là, pour le coup, c'est un enjeu national. Non, mais il y aura bien entendu un enjeu local, mais on appellera, c'est vrai, les électeurs, et disons-le clairement, à envoyer un message extrêmement clair au gouvernement et au président de la République dans cette élection. Donc ceci vous arrange. Patrick Messac, quel est l'enjeu de cette élection pour le Parti communiste? D'abord, quel est l'enjeu pour les citoyens? Parce que, oui, c'est une élection locale. Hein. Et donc, il faut des... Pour vous, c'est clair. Il faut des... Attendez. Il faut des élus. Moi, que je rencontre dans cette campagne des milliers de gens. Je fais du porte-à-porte, je fais des marchés, on fait des réunions d'appartements. Il y a une demande d'élus, de proximité, de gens qui s'occupent des problèmes, qui ouvrent des crèches, qui se battent pour le service public, qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, moi je rencontre beaucoup de gens qui se définissent pas par le fait d'être à gauche ou d'être à droite, mais qui sont dans une demande de protection, qui ont le sentiment que les pouvoirs publics aujourd'hui les lâchent. Et donc, moi je crois qu'on aura besoin de construire des élus qui sont des élus qui vont à la fois porter cette politique locale, mais aussi être en résistance. Parce que Christophe Borgel l'a dit, quand on a les lois de décentralisation qui donnent toujours plus de compétences aux collectivités locales sans qu'on ait plus les moyens, il y a besoin d'élus aussi résistants. Mais dernier mot, moi je suis très inquiet de ce que j'entends sur le terrain. On parle avec des électeurs de droite, hein, et excusez-moi de vous le dire, hein, Fabienne Keller, mais avec le débat sur les musulmans, on entend des électeurs qui se revendiquent comme étant de l'UMP et qui se lâchent. C'est-à-dire qui disent, finalement on pourrait voter Marine Le Pen, qui disent, les musulmans, est-ce qu'il ne faudrait pas en faire partir une partie? C'est-à-dire on sent que ce type de débat public qu'a créé le gouvernement, identité nationale, ce qui s'est passé autour des musulmans avec les déclarations récentes du président de la République, tout cela commence à sentir mauvais sur le terrain. C'est pas bien ce que vous faites. Je le fais, je le vis. Vous venez de prononcer des paroles inadmissibles, faisant croire ainsi que ça pourrait être le président de la République ou des personnes de l'UMP qui les auraient prononcées. Je les récuse et je vous les rends. Elles sont de votre responsabilité et faire prospérer ce genre de discours, c'est être un pompier pyromane, monsieur. Vous êtes responsable d'une dégradation du débat public et du débat républicain. Il faut au contraire proposer aux Français un débat sur une réalité territoriale, parce que vous l'avez très bien dit, cette élection c'est une élection locale et les gens veulent des relais locaux. Loin de débat. Est-ce qu'on pourrait laisser la parole à Hervé Moret, qui ne s'est pas encore exprimé? Les grands partis ont toujours du mal à laisser les centristes s'exprimer, mais j'essaie. À l'UMP J'essaie de me faire entendre malgré les grands partis qui essaient toujours d'étouffer le C'est difficile de parler avec l'UMP. Il faut un dialogue musclé avec nos amis de l'UMP pour se faire respecter. Oui, mais à titre plus personnel, moi j'ai pas de mal, puisque je suis centriste à l'UMP et qu'il est centriste. Alors, sur le fond, est-ce qu'on est dans le bon débat? Non, sur le fond, je comprends très bien que l'opposition ait envie de surfer sur la vague de l'antisarkozysme. C'est de bon aloi. Mais la réalité des élections cantonales, je crois que votre reportage le montre très bien, c'est quoi? C'est de désigner un homme ou une femme qui devra représenter un territoire et une population au niveau du Conseil général. C'est de cela dont il s'agit. Et en même temps de diriger le département. Et donc si on doit faire un bilan lors de l'élection cantonale, c'est pas le bilan de la politique du président de la République ou du gouvernement. C'est le bilan de la politique du Conseil général. Et je vous rappelle quand même, messieurs, qu'il y a aujourd'hui plus de la moitié des départements qui sont gérés par la gauche, et que donc la gauche a aussi une responsabilité, et que la gauche a donc une responsabilité forte par rapport aux problèmes qu'il y a dans un certain nombre de départements. Je crois que c'est ça la réalité. Et c'est beaucoup trop facile d'essayer, même si c'est de bonne guerre, je le comprends, de surfer sur l'antisarkozisme, parce que tout ce que vous évoquez sur l'ISF, sur la réforme des collectivités, tout ça ne sera absolument pas impacté par le résultat de l'élection cantonale. Faire croire ça aux citoyens, c'est leur mentir. Ça, on a remarqué aux élections régionales que quand il y avait un vote dans un sens, le président de la République n'en tenait pas compte. Certainement en témoigner aux élections municipales. Des gens dans ma ville me disaient « Ah, vous savez, hein, on va aller voter à gauche parce que ma retraite est pas assez élevée. Avec la retraite que je vais aller voter contre le président de la République. » C'est évidemment complètement absurde. Chaque élection a un enjeu et il ne faut pas voter pour un autre enjeu que celui de l'élection en question. Patrick veut vous répondre. Le moment de juger le président de la République et la majorité qui gouverne viendra l'année prochaine. Hervé Moret, Patrice Bessac. Justement, prenons un exemple concret. L'allocation pour les personnes âgées.
pour les personnes en situation de dépendance, c'est le Conseil général sur des fonds qui sont alloués par l'État. On sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de conseils généraux qui, du fait des enveloppes qui sont données, par le type de politique fiscale que vous menez au niveau national, ne peuvent plus assurer correctement le simple fait de donner les heures suffisantes à ces personnes pour qu'elles aient un repas, qu'on les aide à se lever ou à se coucher. Donc comment pouvez-vous soutenir que dans cette élection, votre politique fiscale, par exemple, n'a pas des conséquences sur les conditions de vie de personnes âgées? À un moment donné, il faudra que vous preniez en compte le fait que vous ne pouvez pas toujours vous décharger sur les collectivités territoriales et jamais plus leur donner de moyens. Que le Conseil général de tel département soit de droite ou de gauche, il subira de la même manière le désengagement de l'État. Je ne conteste pas ce que vous dites par rapport au désengagement de l'État, par rapport aux difficultés des départements. Simplement que le département est une majorité de droite ou de gauche, ça ne changera absolument rien. Est-ce que ça si va on veut engager changer la politique nationale, c'est en 2012. Christophe Borgel, en Fabienne Keller. 2011, on peut changer la majorité des départements. On va avancer un tout petit peu. On a posé la question ce soir, comme tous les soirs, au Figaro.fr. Irez-vous voter? Vous voulez connaître la réponse? 68% de oui. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? C'est plutôt satisfait. Alors par contre, on est allé dans la rue. Je suis certain qu'on trouvera ça voilà. au résultat final. On est allé dans la rue pour poser la question. On assume de ne pas y aller. Voilà. Exactement. Christophe Borgel, on est allé dans la rue pour poser la question. Voilà la réponse dans la rue. J'ai l'intention de voter le 20 mars, oui. On a le droit de vote, donc on le prend et on donne notre avis. Malheureusement, comme quelques-uns, j'ai un peu perdu la foi et je ne vote plus depuis les dernières élections présidentielles. Il faut faire toujours son devoir de citoyen. Peut-être que le Sénat passerait à gauche aussi après. Même si en ce moment on n'est pas très motivé, mais bon, je crois qu'il faut pas il faut pas perdre espoir que voilà quoi, qu'on soit entendu. C'est notre pote le conseiller général, donc on vote pour lui. Vous savez pour qui on vote justement? Non, pas du tout. On élit les conseillers départementaux. Voilà. Les conseillers généraux, oui. Oui, départementaux, enfin du département. Pour la dernière fois pour certaines communes d'ailleurs. Alors, on élit... Les conseillers généraux. Voilà. Bon, vous voyez, finalement, les gens savent pour qui on va voter et les gens vont aller voter. Christophe Borgel, vous êtes plutôt satisfait, non? Je crois qu'on rentre dans les 3 semaines qui viennent avant le premier tour, dans le moment où les Français vont s'intéresser à cette élection. Et on entend des choses ce soir quand même assez étonnantes. On nous dit de toute façon qu'il y ait une direction de droite ou de gauche, ça ne change rien. Puis, quel que soit leur vote, de toute façon, ça ne changera pas. Mais attendez, dans une élection, quel que soit le moment où les citoyens s'expriment, il y a de toute façon, indépendamment d'un vote local, un message national. Et on l'a déjà entendu, cet ancien, au moment des élections régionales. Il était évident dans les élections régionales que ce n'est pas simplement la gauche qui avait été plébiscitée dans les territoires, mais une politique nationale qui avait été rejetée. Vous ne l'avez pas entendu, rien n'a changé. On vient encore d'avoir, on a eu ce début de semaine une espèce de raccourci étonnant. Remaniement en profondeur sur les fonctions régaliennes de l'État, les affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, et immédiatement derrière, c'est... Avec la réforme de l'ISF, ça continue comme avant. Le chômage sur le terrain et les milliards économisés au plan national. Fabienne Keller. Je voudrais dire à mes collègues que nous tous, élus, nous avons une assez mauvaise image. Et qu'à continuer à confondre tous les débats et tous les niveaux de responsabilité, on ne va pas arranger le sentiment d'irresponsabilité que les Français ont parfois à l'égard de l'ensemble des élus. Donc, premier point, je pense que ce serait bien de parler des enjeux de l'élection tels qu'ils sont. C'est les cantonales, on élit pour le département. Deuxième point, je suis troublée par cette obsession à déplacer à un niveau qui n'est pas concerné par l'élection le débat. Seriez-vous inquiet des comptes rendus de mandat de la majorité des départements désormais de gauche? C'est ce qu'on peut craindre. Je suggère qu'on soit réinvités tous les deux juste au soir du second tour. On le fera, c'est promis. D'accord, c'est promis. C'est maintenant qu'il faut faire le bilan. Chacun sait que vous avez des modes de gestion moins efficients que d'autres départements. Et il convient de faire face à cette réalité pour dégager des marges de manœuvre, pour aider les personnes
qui ont besoin d'être accompagnés. Ça sera quoi une élection réussie pour l'UMP? l'UMP? Pardon? Une élection réussie, une élection cantonale réussie pour l'UMP, ça sera quoi? Combien de départements? Est-ce que vous avez déjà une idée? Il n'y a pas de comptage de Parce cette que manière. C'est difficile pour les enjeux locaux pour l'UMP. C'est une élection locale, cela a été rappelé tout à l'heure. Les gens se revendiquent très souvent de la majorité présidentielle, parce qu'ils sont soutenus par exemple à la fois par le Nouveau Centre et l'UMP. D'autres sont tellement... Il y a des accords entre vous? Bien sûr, il y a des accords. Et puis il y aura un troisième tour. Vos candidats, ils parlent vraiment pas de la majorité Et présidentielle. puis il y aura un troisième tour. C'est vraiment, c'est pas une élection locale, c'est bien ce qu'on dit. Alors à droite, on dit qu'on est ensemble et à gauche, on dit la même chose. On ne dit pas qu'on est au PS non plus. On trouve d'autres termes pour exprimer une majorité large ou une sensibilité. Hervé Moret, Patrice Bessac juste après. Hervé Moret. Tout simplement. Simplement, je suis évidemment pas naïf. Quand vous parliez des élections régionales, il est clair que le résultat des élections régionales a été guidé par un désaveu de la politique du gouvernement. C'est clair, les gens ont voté à gauche, non pas parce qu'ils approuvaient le bilan des conseils régionaux, qu'ils adhéraient à leur programme ou à la personnalité du président. Ils ont dit non, effectivement, à la politique du gouvernement. Et on risque d'avoir le même phénomène pour les élections cantonales. Je ne le nie pas du tout. Mais simplement, ça vient du fait que malheureusement, comme je l'indiquais tout à l'heure, les Françaises et les Français votent de plus en plus en fonction d'enjeux qui ne sont pas ceux de l'élection en question. Et c'est ça qui est extrêmement regrettable. Est-ce qu'on peut rappeler les taux d'abstention? On l'a vécu au régional, on va sans doute le vivre aux élections cantonales, vous avez raison, mais normalement, ça n'est pas l'enjeu. L'enjeu national, c'est l'année prochaine. Est-ce qu'on peut rappeler juste les taux d'abstention de la dernière élection cantonale? C'était en 2008. Au premier tour, 35,11% de taux d'abstention. Au deuxième tour, 44,55%. Qui masque très mal une différence urbain-rural qui est considérable. Il n'est pas rare qu'en ville, il y ait moins de la moitié des électeurs qui votent, parce qu'ils ne cernent pas très bien la compétence du conseiller général par rapport à celle d'un adjoint au maire ou d'un maire. Patrice Bessac, vous avez peur, vous, de ce taux d'abstention qui pourrait aussi être un taux record? Moi, j'ai peur effectivement de l'abstention. On sait qu'on va vers une abstention forte. Et d'ailleurs, rien n'est fait. Heureusement que vous êtes là d'une certaine manière pour donner un peu de lustre à cette élection. Mais là, il y a un dialogue de dupes qui s'installe. Parce qu'en réalité, le terrain nous dit quoi? Que l'UMP va se prendre une veste, c'est un fait acquis. Moi, les gens que je rencontre, y compris les candidats de l'UMP, il faut prendre une loupe pour voir le logo et ils ne disent jamais. Alors, franchement, vous prenez notre acte, vous verrez que le Parti communiste, le Front de gauche, le PG, on est visible. Et je crois qu'on va gagner des conseillers généraux lors de cette élection. Mais ce qui peut vous arranger au niveau des financements, on en reparlera peut-être si on a le temps. Oui, parce que on fait une petite fierté du fait que nos élus reversent leurs indemnités. Je crois qu'on a raison. Mais je veux dire à M. Mélenchon. Mais je veux dire et à sa campagne très médiatique et très caricaturale. Attendez, je vais finir ma phrase. On le connaît bien ici au Sénat. Je vais finir ma phrase si vous le permettez. Mais moi après, je crois que il y a des choses locales. Est-ce qu'on a des conseillers généraux, par exemple, qui font vivre réellement de la démocratie locale, c'est-à-dire qui sont des outils pour faire différemment avec la population? Moi, je rencontre des gens qui en ont marre qu'on les prenne pour des gogos, qui ne comprennent rien aux questions urbaines, qui ne comprennent rien aux questions de transport, et qui ont une demande d'élus qui les aident à se réapproprier la politique. Donc moi, je crois est-ce qu'ils auront les moyens de l'occasion faire de vous filer une veste, c'est-à-dire effectivement d'envoyer un signe national, mais il y a aussi l'espace au sein des conseils municipaux et au sein des conseils généraux, donc l'objet de cette élection, pour faire de la politique un peu différemment. Justement, sur la question des étiquettes, moi j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait qu'il y a quantité de conseillers généraux qui ne sont pas encartés, qui sont ce qu'on appelle des non-inscrits ou des divers droites. Donc je ne vois pas pourquoi vous leur forceriez à porter une étiquette. Moi j'ai adhéré à un parti politique quand je suis devenu sénateur. Avant, je faisais partie de l'immense majorité des conseillers généraux divers droite. Donc quand vous êtes divers droite, je ne vois pas pourquoi vous metteriez sur la figure une étiquette UMP ou Nouveau Centre. Fabien Keller, juste une chose, vous avez été attaqué donc, par Patrice Bessac, vous allez prendre une veste. Est-ce que c'est sûr, ça? Mais vous avez un très beau blouson. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'à l'UMP, c'est perdu d'avance? À nouveau, comme vient de le dire M. Moret, il n'est pas exact que c'est une élection où on a une étiquette comme d'habitude. Il y a une dimension locale. Des conseillers généraux de vallées, de territoires ruraux, c'est ça l'essentiel du peuple des conseillers généraux. Et c'est donc cet ancrage local et souvent la référence à une majorité locale qui est déterminante. Je voudrais faire un point. Moi, mon objectif, c'est quand je suis candidate, c'est pas que mon opposant prenne une veste.
c'est de défendre des objectifs d'intérêt général, une meilleure prise en charge des plus fragiles, des collèges adaptés à la jeunesse d'aujourd'hui, un réseau de transport public qui fonctionne. C'est des projets à vivre, pas des projets porteurs de haine et de combat dont le seul objectif est de détruire. Christophe Borgel aussi, parce qu'on va donner la parole à tout le monde. À travers vos paroles, de l'exprimer. Très simplement, chacun sa conception de la politique, mais nous sommes en responsabilité, nous sommes en souhait de construire et d'épauler des gens très nombreux, trop nombreux, très fragiles. Demain, le président de la République est en déplacement au Puy-en-Velay. À votre avis, est-ce qu'il fait campagne? Le président va sur le terrain très souvent. 2 fois par semaine, c'est ce qu'on dit. Mais justement, est-ce que c'est une forme de campagne? Il déguisé ou pas? Défend, il se bat au sujet des thématiques qui le touchent directement. Je ne pense pas qu'il fera campagne pour la maison de retraite ou pour le collège juste à côté. De moins en moins, de plus en plus candidat. Patrice Bessac, vous allez répondre. J'aimerais répondre parce que je n'ai manifesté aucune parole de haine et j'ai fait gaffe dans le discours que j'ai tenu à parler des enjeux locaux parce que je les pense effectivement dans la pratique très importants. Par contre, je suis désolé, si vous ne voyez pas qu'il y a une partie du pays dont je suis qui est profondément en colère. Parce que l'accumulation de ce que nous avons vécu au plan international, national, au plan du dialogue social, a de quoi mettre en colère. Si vous ne voyez pas qu'il y a une partie du pays, dont les vôtres, c'est-à-dire dont des électrices et des électeurs de droite, qui aujourd'hui vont manifester à l'égard de votre gouvernement une certaine colère, à mon avis, vous passez à côté de la moitié de ce que les électrices et les électeurs ont envie de vous dire en ce moment. Et dernier mot, moi je suis parfaitement républicain, j'ai des amis un peu partout, que je respecte, mais je suis désolé, à un moment donné, je crois au combat politique. Et donc je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Moi, je crois au combat sur les engagements et sur les valeurs. Hervé Moret, vous aussi parler un petit peu, Hervé Moret. Hervé Moret, je vous en prie. Je vais beaucoup vous fâcher, tant pis, que votre propos rejoint ceux des candidats du Front National. Parce que je vois sur le terrain la gauche et le Front National, leur seul discours, c'est le voter contre Sarkozy. Et quelque part, ça montre une absence totale de projet pour un territoire ou pour un département. Moi, je vois dans mon département, les candidats de gauche et les candidats du Front National, ils ont le même discours, il faut sanctionner Sarkozy. Eh bien, ceux qui veulent sanctionner Sarkozy, ils doivent attendre 2012. Une question, parce qu'il nous reste très peu de temps. Est-ce que ça profite au Front National, tout ça? Christophe Borgel. Ce qui profite au Front National, c'est d'organiser des grands débats, comme le débat que j'appelle plutôt le débat contre l'islam que le débat sur l'islam. Sans revenir peut-être sur ce thème-là, mais peut-être... Je crois que, si vous voulez, quand on laisse aller dans nos territoires, Fabienne Keller évoquait au début la sécurité et l'emploi, c'est deux thèmes qui peuvent se rejoindre. La désespérance se nouer avec le chômage qui augmente, et les problèmes de sécurité qui se développent, mais le nombre de policiers en moins, effectivement, on n'aide pas autre chose que le développement d'un certain extrémisme. On rappelle aussi la nouvelle règle, 12,5% des inscrits pour être au second tour. Ou les deux premiers. Ou les deux premiers, ce qui évitera aussi peut-être des triangulaires. Je crois que ça a été Il fallait rappeler quand même cette règle. Je voudrais aussi vous rappeler les dates du scrutin, c'est le 20 et le 27 mars. Allez donc voter. On en parlera évidemment sur notre antenne. Et la semaine prochaine, un nouveau débat sur Public Sénat. Nous prendrons un exemple très concret avec le département du Val d'Oise qui pourrait basculer à droite, peut-être. Des reportages, des invités, le tout en direct, bien entendu. Bonne soirée, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne soirée, merci d'être venu sur notre plateau. Au revoir. Bonsoir.